Voilà, donc ce soir je vais vous parler de la dynamique des fonctions et particulièrement de la fonction inférieure. C'est un sujet, le mot qui me vient comme ça à l'esprit, très casse-gueule et qui ne manquera pas, j'imagine, de provoquer chez chacun d'entre vous des émotions, des réactions imprévues. Et il se passera probablement des tas de choses que je n'ai pas prévues pendant cette conférence, parce que c'est le sujet même de la fonction inférieure qui sera à l'œuvre. Donc ne nous en étonnons pas. Alors, deux mots, parce que nous sommes ici donc à l'AFTP, l'Association francophone des types psychologiques, et vous êtes tous des praticiens des outils typologiques. Donc vous connaissez le principe de la dynamique des fonctions, et je précise tout de suite que je ne vais pas le reprendre ce soir dans le détail. Je fais l'hypothèse que vous en connaissez justement la dynamique. Je vais la reprendre, je vais la développer, mais pas dans son aspect technique. Vous savez que cette question donc, de la dynamique des fonctions et de la typologie, je fais juste en préambule un petit rappel historique, Jung la travaille dans un ouvrage qui s'appelle Les types psychologiques. Vous l'avez tous lu, oui, bien évidemment. Donc cet ouvrage, il arrive à un moment très particulier de la vie de Jung, et vous allez voir que cela nous aidera à comprendre aussi les véritables enjeux du parcours d'individuation tel que la dynamique des fonctions le propose. Donc Jung écrit ce livre en 1921, à la sortie de sa plongée dans l'inconscient, qui a duré plusieurs années à partir de 1913. Il a alors 46 ans. La confrontation avec l'inconscient, elle n'a jamais cessé pour lui. Mais il l'a vécue pendant ces années d'une façon très particulière qui l'a profondément marqué. Alors, j'imagine que vous avez aussi lu son autobiographie, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Il en parle très longuement dans le fameux chapitre 6. Alors, plusieurs éléments ont été déterminants dans cette expérience, on pourrait dire limite. Entre autres, la séparation d'avec Freud, qui avait fait de lui son dauphin, mais l'histoire ne s'est pas du tout écrite comme Freud l'avait imaginé. Ce qui s'est joué entre les deux hommes est assez unique dans l'histoire de la psychanalyse, et nous en vivons encore les conséquences, particulièrement en France, où Jung est toujours mis au banc de l'université et de la pensée politiquement correcte. Je reviendrai aussi là-dessus. Alors, néanmoins, cette rencontre avec Freud, elle a permis à Jung d'élaborer sa propre pensée, tout en sachant qu'elle allait lui coûter l'amitié de Freud, qu'il admirait, qu'il aimait, je pense qu'on peut le dire comme ça, et la reconnaissance de ses pairs. Cette rupture, pour lui, c'est un double isolement. Isolement de cette communauté psychanalytique émergente, qui elle-même était vraiment à la marge de la pensée orthodoxe de l'époque, en même temps que c'est un isolement des instances dans lesquelles il travaillait jusque-là. Jung va quitter le Burgosli, va quitter son enseignement universitaire, et il va se retrouver à partir de 1913 dans un très grand isolement intellectuel, et il va être amené, obligé, de lâcher prise sur des modalités habituelles de son fonctionnement intellectuel. Il va se laisser saisir par les mouvements de l'inconscient. Alors son livre rouge lui permettra de vivre cette expérience sans perdre pied. Grâce à Bertrand Evenot, nous avons découvert ce livre en France et à l'AFTP, où il est venu en parler à plusieurs reprises. Alors, les types psychologiques, c'est le premier livre que Jung a pu rédiger après plusieurs années de silence relatif. Avec Jung, le silence est toujours relatif. La puissance créatrice est telle qu'il écrit quand même des textes courts, des textes importants, les 7 sermons aux morts, un texte sur la fonction transcendante. Néanmoins, les types psychologiques, c'est vraiment le premier livre après cette période. Il ne faut pas se tromper. Les types psychologiques, ce n'est pas une classification. C'est un essai dialectique qui cherche à comprendre la dialectique du moi et de l'inconscient.
Ce sera un autre titre d'un livre à venir. Jung la vit cette confrontation et cette dialectique de l'intérieur, et dans les types psychologiques, il essaye de la comprendre, il essaye aussi de comprendre ce qui l'a séparé de Freud, notamment dans la dynamique extraversion-introversion. Et si vous avez lu cet ouvrage, vous savez qu'il fait très souvent référence à Freud. Il le cite, il y revient et il ne cesse de s'interroger. Alors c'est un ouvrage d'un accès assez difficile quand même, parce que Jung y révèle comme d'habitude son extraordinaire érudition. Pour introduire sa typologie, qui n'arrivera qu'au chapitre 8 ou 9, c'est-à-dire à la quelques 200 ou 300 ou 400e page, il convoque le banc et l'arrière-banc des philosophes, des penseurs en tout genre. Les mythes occidentaux, orientaux, et tout cela va l'aider à développer sa propre conception de la typologie. Alors, je vous fais un petit résumé. Platon, Socrate, Héraclite, Kant, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche, Rousseau, Goethe, Darwin, Otto Gross et bien d'autres encore sont convoqués à ce rendez-vous. Ce n'est pas un accès facile pour le lecteur de 2016. Moi, je note aussi l'influence des travaux de Darwin, très importante, dans l'ouvrage de Jung, et il y a une dimension biologique dans la typologie. Bon, ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. Oui, c'est à la page 323 que Jung commence à présenter sa propre typologie. Donc je le dis, je le redis, ce n'est pas une psychologie du moi, comme certaines approches typologiques, réductrices donc, pourraient le laisser supposer. Et nous allons voir comment c'est une mise en tension de ce qu'il appelle la fonction dominante, et des fonctions refoulées dans une dynamique dialectique, une tension entre conscient et inconscient. Le type éclaire une position du moi, mais le type contient tout à fait autre chose. Alors en filigrane apparaissent les thèmes majeurs de sa pensée. Alors la tension des opposés, bien sûr. L'énantiodromie, je pensais que j'allais y arriver, c'est le renversement d'une chose en son contraire. L'énergétique psychique, très important. La compensation, la libido, comme énergie globale. La fonction, l'importance du symbole, j'en parlerai. L'inconscient à la fois individuel mais aussi collectif. Les archétypes, bien sûr. Les complexes. Je vous dirai aussi 2 mots ce soir, notamment de la persona. La fonction transcendante, la projection, le sacrifice, le processus d'individuation. En quelque sorte, la typologie, elle contient en germe quasiment tous les thèmes que Jung va travailler ensuite. Alors, vous l'avez compris, ce soir, je vais vous parler de la dynamique des fonctions et particulièrement de la fonction inférieure. Et vous me permettrez de commencer par cette phrase de saint Paul, tirée d'une épître aux Corinthiens. « Là où est ta faiblesse, là est ta force. » Ne vous réjouissez pas trop vite de cette formulation, qui pourrait conduire à une interprétation erronée sur la nature de cette force et mener tout droit au contresens. Trop souvent, on comprend intellectuellement la dynamique des fonctions et son principe, mais on n'en tire pas véritablement toutes les conséquences. Alors en préambule, quelques remarques. Je vais m'adresser à vous en tant que praticien des outils typologiques, je vous l'ai dit. Vous connaissez la dynamique des fonctions, mais je vais surtout m'adresser à vous en tant que personne, concernée par le chemin d'individuation. Pas de méthode, pas de truc pour accompagner vos clients sur ce chemin, mais plutôt une invitation à vous questionner en profondeur sur les enjeux de la dynamique des fonctions et plus particulièrement l'émergence de la fonction inférieure. Parce qu'il me semble que c'est la seule façon possible d'accompagner les autres. Bon, alors cela a à voir avec des travaux que je mène depuis longtemps sur l'hygiène du praticien et plus récemment ce que j'appelle le travail invisible, c'est-à-dire une invitation à vivre d'abord pour soi ce que l'on se propose ensuite de faire vivre aux autres. Ça vous va comme programme ?
Alors, vous le savez, la différenciation à l'intérieur d'un type, elle commence dans la tendre enfance. Elle se poursuit tout au long de la vie. Et la période de mi-vie, il y a eu un certain nombre d'interventions, dont celle de Lisbeth von Benedek sur ce sujet, est un moment crucial. Alors nous allons nous intéresser plus spécifiquement ce soir à cette dynamique, à ces représentations, ces symboles qui sont toujours vivants ô combien dans notre culture. Et quand je parle de culture au sens large, c'est-à-dire la culture populaire est la première à porter ces symboles, et donc à ces différentes manifestations dans le processus d'individuation. Alors à la base de la typologie, il ne faut pas l'oublier, il y a l'hypothèse de la structure quaternaire de la psyché, que Jung envisage comme une structure fondamentale. Alors, elle est le fruit de ses lectures, je vous en ai donné quelques éléments tout à l'heure, donc aussi de synthèse d'éléments culturels que Jung fait, mais aussi de l'observation de ses patients. Cette structure quaternaire qu'on va retrouver dans toute l'œuvre de Jung, elle a une signification qui dépasse la question typologique. On pourrait dire que la typologie n'est qu'un avatar de cette structure quaternaire. Les 4 fonctions, pour Jung, sont donc un modèle archétypique que nous pouvons nous représenter à ce stade de nos connaissances et de notre compréhension du monde. C'est une hypothèse de travail, c'est un modèle heuristique. D'autres travaux permettront peut-être d'aller au-delà. On peut faire ce constat, à ce moment-là de ma présentation, que le principe du 4 est très présent dans la nature. 4 éléments, 4 points cardinaux, 4 couleurs, 4 saisons, 4 âges de la vie, 4 évangélistes, 4 roues de l'attelage, 4 coins au carré des cloîtres et des mandalas. Ce sont des manifestations d'un archétype donc structural fondamental de la psyché humaine et qui se dit aussi dans la façon dont l'homme entretient son rapport au monde. Ce modèle quaternaire vise aussi à rendre compte d'une totalité, de l'idée de la totalité. Alors, Marie-Louise von Franz, je sais qu'il y a aussi ici des personnes qui connaissent bien l'œuvre de Marie-Louise von Franz et qui s'y sont beaucoup intéressées, fait souvent référence au conte de fées pour évoquer cette idée des 4 fonctions et de leur dynamique. Elle cite de très nombreux contes où le roi a 3 fils. C'est une structure quaternaire fondamentale. Le royaume est attaqué, le roi, le moi, doit défendre son territoire. Fort heureusement, il a 2 fils à ses côtés. Ça doit vous dire quelque chose en termes de fonctions auxiliaires, fonctions tertiaires, qui sont quand même des gars solides sur qui on peut compter, qui ont chacun d'ailleurs leur territoire de prédilection et qui vont mettre leurs compétences au service du roi pour défendre le royaume. Le problème, c'est le 3e fils, c'est-à-dire le 4e, qui a des caractéristiques bien différentes de celles des autres. Alors il est plus jeune, certes, il est surtout plus nigaud, voire parfois un parfait imbécile. C'est le fou du roi, selon les histoires, un blessé de guerre, un pauvre paysan. C'est un personnage qui est une figure archétypique qui dépasse la seule fonction inférieure. Il comporte une partie de la personnalité humaine qui est restée en arrière, mais qui possède donc par conséquence la totalité originelle de la nature. Alors ce personnage qui représente la partie méprisée, dédaignée de la personnalité dont tout le monde se moque dans le royaume, il est ridicule, il est inadapté, c'est en même temps celui qui a gardé la relation vivante avec l'inconscient et qui par conséquent va sauver le royaume. Il y a toujours un moment où l'histoire prend un tour tout à fait inattendu et où ce nigaud qui est parti à l'envers de l'endroit où se déroule la bataille va rencontrer une fée, un elfe, une source, un enchanteur
qui vont le guider sur le chemin qui lui permettra d'apporter une clé essentielle. La fonction inférieure, c'est toujours cela. C'est un pont avec l'inconscient, un pont. Et en cela, elle va nous intéresser particulièrement ce soir. Vous voyez, le pont, c'est déjà un symbole. Alors, comme vous connaissez tous la dynamique des fonctions, je vous rappelle quelques-unes des caractéristiques de la fonction inférieure. Celles-là, vous les connaissez, je pense. Sa lenteur, au contraire de la fonction dominante. Elle est lente, donc elle nous rebute. Nous n'aimons pas travailler avec elle. C'est décourageant même parfois. On ne dispose pas assez de temps, en tout cas pas du temps qu'il faudrait lui consacrer. Et j'ai envie de vous dire, particulièrement dans notre société, où il faut aller vite. Et donc on a tendance à l'envoyer au diable, la fonction inférieure. Pourtant, on devrait se méfier. On devrait traiter cette lenteur avec moins d'impatience. Mieux vaudrait l'accepter, accepter de perdre son temps, parce que c'est là que sa valeur va véritablement apparaître. Et c'est là, dans cette lenteur, qu'elle offre à l'inconscient une chance de monter à la surface pour féconder les champs. Autre aspect typique de la fonction inférieure, c'est son caractère inadapté et primitif, sa susceptibilité et sa tyrannie. Alors quand elle est activée, nous devenons terriblement infantiles. Nous ne supportons pas la moindre critique et nous nous sentons attaqués. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sûrs de nous. Marie-Louise von Franz, encore elle, parle de nécessité de rite d'entrée pour justement que ce contact avec la fonction inférieure puisse se faire. Alors, vous voyez, il y a un lien entre la persona et la fonction inférieure. Dans le sens où la persona, ça vous dit quelque chose, la persona, elle sert en partie à masquer l'ombre, c'est-à-dire le moche, le vulnérable, le fragile, l'infantile, l'immature, l'estropié en nous. Donc, entre la fonction inférieure et le point sensible de nos personnalités, il y a un lien évident, le fameux talon d'Achille. Et bien souvent, la persona va servir à masquer cela. Et on va voir que quand ça bouge, quand la dynamique des fonctions se met en mouvement, la persona, elle va devoir revoir sa copie. Influençabilité. Alors, concernant la fonction inférieure, contrairement à ce que nous croyons, nous sommes très influençables. Et surtout si nous soutenons le contraire. Comme elle est en grande partie dans l'inconscient encore, cette fonction inférieure, il est très facile de faire douter quelqu'un sur ce registre-là. Avec Valérie, nous en faisons l'expérience à chaque séminaire Golden, puisque nous formons des praticiens au Golden, notamment avec des personnes qui ont la fonction pensée en inférieur et qui craignent de ne pas comprendre le mécanisme logique de la dynamique des fonctions, puisque vous savez qu'il y a un mécanisme logique pour en comprendre la dynamique. Alors dans un premier temps, elles se fustigent, elles se décrivent inaptes, et puis très vite projettent sur nous leur vécu d'incompétence. Et en quelques minutes, nous sommes devenus des formatrices nulles et incapables d'expliquer correctement ce processus. Alors quand on le sait, c'est intéressant et drôle à observer. Autre aspect de la fonction inférieure, c'est l'énorme charge émotionnelle qui est liée à son processus. Dans ce lieu psychique, on est en présence d'une grande concentration d'énergie. De sorte que lorsque la fonction dominante commence à baisser son pavillon, parce qu'elle a trop servi, elle est ancienne, je crois que c'est Marie-Louise von Franz qui dit encore, elle commence à cliqueter et perdre de l'huile comme le moteur d'une vieille voiture. Et donc, que les personnes réussissent à se tourner d'une certaine façon, et nous verrons laquelle, vers la fonction inférieure, elles y redécouvrent tout un potentiel de vie. Parce que c'est là où réside l'énergie à venir
de l'avenir. Mais attention, cette fonction inférieure, elle va apporter un renouveau de vie, à condition qu'on lui permette de surgir dans son propre domaine. C'est là où la difficulté réside. Parce que, pour ce qui est de nos habitudes, de nos compétences acquises, et qu'on n'a pas du tout envie de lâcher, en fait, elle conserve son aspect totalement inadapté. Alors, on va revenir là-dessus. L'idée, c'est qu'il faut accepter de perdre pour gagner. Mais gagner quoi? Ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Si on fait toujours plus de la même chose, non seulement l'attitude consciente s'appauvrit, elle va perdre de sa fécondité, mais en plus la fonction inférieure va empiéter sur la fonction dominante et la fausser, la rendre inadaptée, névrotique, on pourrait dire. Donc il est nécessaire que la fonction inférieure apparaisse dans son champ propre. Donc vous avez compris le principe. Quand la fonction dominante dégénère, c'est censé arriver à mi-vie. On l'a utilisé, beaucoup utilisé, on est au top, et ça commence à décroître. L'énergie, on va voir comment, se retire pour aller irriguer d'autres instances psychiques. Donc elle dégénère. Et d'ailleurs, ce sont des moments de vie où on peut être dans le doute, dans l'ennui, dans le questionnement profond, la perte de sens. L'ego se lasse. Beaucoup de choses sont devenues ennuyeuses. C'est un moment critique, car au lieu d'apparaître dans son champ propre, celui de la fonction inférieure, où il faut accepter de se remettre à quatre pattes, comme un enfant qui fait des apprentissages, la fonction inférieure pourrait être tentée d'envahir la fonction dominante. Alors ça donne quoi? Ça donne un type pensée qui ne sait plus penser, ou dont la pensée tourne à vide. Une espèce de ratiocination comme ça, intellectuelle. On en connaît. Le paysage intellectuel français nous fournit de très nombreux exemples. Je ne veux pas de procès, je ne citerai personne. Un type pensée désormais incapable de faire montre d'émotions engageantes. Un type pensée désagréable. Odieux même. On en connaît aussi. Non, rassurez-vous, on ne citera personne. Un type intuition qui s'égare dans la brume et qui se perd. Un type sensation qui devient incapable de s'appuyer sur ce registre qui était le sien propre, tout en continuant, et là où c'est là où c'est grave, d'être convaincu qu'il est vraiment là dans son registre d'aisance. Donc non seulement les personnes ne savent plus faire ce qu'elles faisaient avant, mais elles ne savent pas encore faire autre chose. Est-ce que vous réalisez là ce qui se passe? Mais vraiment, je ne sais plus si c'est Jung ou quelqu'un d'autre qui le dit, elles ne sont plus ni chair ni poisson. D'où l'importance de connaître son type, pour ne pas trop se leurrer soi-même. D'autant que dans le domaine de la fonction inférieure, on est toujours en difficulté potentielle. On est submergé, on est malheureux, on est constamment impressionné par des tas de choses. Et en plus, l'intensité de la vie est bien plus importante. Surtout si cette fameuse dominante est déjà usée. Donc on a des raisons de la craindre. On a des raisons de la craindre et souvent elle fascine. Bon, tout cela, vous le saviez déjà. Confirmez-le-moi. Donc on va aller un cran plus loin. Je voulais simplement reposer un peu les bases là. Parce que pour vraiment comprendre la dynamique des fonctions, il ne faut jamais oublier que la pensée de Jung est, d'une part, une pensée énergétique. On va voir comment dans la dynamique des fonctions. Ça, c'est un premier point très important, une dynamique énergétique. Et un deuxième aspect
qui est bien souvent négligé dans l'approche des outils typologiques, c'est que la conscience émerge de l'inconscient et non l'inverse. Quand on tire les conséquences de ces deux points, on comprend que la totalité inconsciente et la structure de l'ensemble de la personnalité sont antérieures à la personnalité consciente. C'est-à-dire que le conscient va émerger de l'inconscient, les fonctions vont émerger progressivement de l'inconscient. Elles vont se développer progressivement dans une temporalité aussi, dans le champ de la conscience, elles remontent du fond, mais ça c'est la bonne formulation, donc de l'inconscient. La fonction dominante poussée par cette énergie devient la fonction principale, et elle va servir à s'orienter, dans un premier temps, et vous le savez tout au long de la vie quand même, dans l'organisation du champ de conscience. Puis ensuite, les autres fonctions apparaissent, l'auxiliaire, la tertiaire et l'inférieure. Quand elles se présentent dans des conditions favorables, elles finissent par ouvrir le champ. Sauf que, quand la quatrième remonte, toute la structure supérieure s'effondre. Plus vous voulez tirer haut la quatrième fonction, plus le plan supérieur s'abaisse. Alors je vais vous montrer un schéma. Je ne rigole pas Valérie, parce que ça a été l'objet entre nous de très longues discussions. Bon, ça vous le connaissez, c'est le schéma de la dynamique des fonctions, les 4 éléments, les 4 directions, le nord, l'ouest, le sud, la dominante, l'auxiliaire, la tertiaire, l'inférieure. Pourquoi je suis revenue? Non, c'est pas ça, je continue. Donc, des choses que j'ai déjà pu vous dire. Ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est ça. Donc, vous voyez, ça c'est le plan inconscient. Au niveau inconscient, tous les contenus sont là, sauf qu'ils ne sont pas différenciés. Cette étape, elle est antérieure. Puis ensuite, il va y avoir une étape, plusieurs étapes, où progressivement, c'est pas évident à représenter, il va y avoir l'émergence des différentes fonctions, avec une poussée énergétique qui fait que la dominante, l'auxiliaire, la tertiaire émergent. Alors déjà, le rapport entre l'émergence de l'auxiliaire et de la tertiaire, c'est pas une histoire simple, parce que vous savez que dominante se situe sur un plan, ça sera une fonction de perception ou une fonction de jugement. L'auxiliaire se situera sur un autre plan, croisé donc, perception ou jugement, jugement ou perception, donc il y a une sorte de complémentarité là qui s'opère. Alors qu'entre l'auxiliaire et la tertiaire, on est sur le même plan, on est sur le même axe. On avait une auxiliaire feeling, un sentiment, et nous voilà avec une tertiaire pensée. Alors ça veut dire qu'on commence à s'orienter à l'opposé de la direction précédente. Donc déjà la mi-vie, c'est un sacré truc. C'est-à-dire que toutes les croyances, toutes les certitudes, toutes les représentations de la première partie de la vie sont questionnées à ce moment-là. On n'est plus dans le jeu de la complémentarité entre une dominante et une auxiliaire. On est déjà dans une tension entre une auxiliaire et une tertiaire qui dit le contraire de l'auxiliaire. Donc ça aussi, c'est un moment très très particulier. Alors pourquoi le soleil? Parce que, vous voyez, l'ego est content avec ça. On a une dominante, on a une auxiliaire, bon, il y a une tertiaire qui est là, qui est venue un peu nous apporter de poil à gratter, mais enfin bon, somme toute, on est bien installé. C'est comme ça qu'on s'est construit, c'est comme ça qu'on a avancé. C'est comme ça qu'on a réussi, comme on a pu, qu'on s'est construit, qu'on s'est positionné aussi socialement, qu'on est connu, qu'on est reconnu. Et tout cela, c'est très important en fait. Alors, ce qui va se passer quand la quatrième arrive, la quatrième c'est l'inférieur. Donc là, il va y avoir cette émergence de l'inférieur
qui va tirer le triangle vers le bas. Alors, ça c'est quelque chose que moi j'ai souvent entendu dans la typologie, c'est le côté un peu, vous voyez, illusion. Ah, c'est formidable, l'inférieur, voilà, on est complet, ça va faire encore plus de la même chose, ou ça va enrichir ce que je sais faire. Et c'est pas ça le véritable enjeu. Hein. Le véritable enjeu, c'est perdre toutes nos certitudes, toutes nos illusions, tout notre confort au profit d'autre chose, mais quoi? On ne sait pas. Mais enfin, on se doute que ce n'est pas une histoire simple. D'où l'idée d'un moi qui devient à ce moment-là plus crépusculaire. Hein. Parce qu'il va se charger des énergies de l'ombre, des énergies de l'inconscient, et il va se confronter à un tout autre registre. Et plus on insiste pour remonter la fonction inférieure, plus ça va descendre. Parce que plus elle est chargée d'un poids que le moi conscient ne peut absolument pas assimiler. Alors la métaphore du pêcheur dans notre culture, elle est très vivante. Hein. Sauf que là, le poisson est trop gros pour la ligne. Et que le pêcheur et sa barque pourraient être entraînés vers le fond. Alors que faire? Vous voyez le dilemme. Abandonner la quête, c'est impossible en fait. Chercher à mettre sous le tapis ce qui se présente en refusant de saisir cette opportunité, ce n'est pas possible. Alors, Jung dit qu'il y a une autre alternative qui va s'offrir à nous, mais ce n'est pas quelque chose de simple à accepter parce que c'est l'idée que c'est le poisson qui va vous tirer de l'eau. Le poisson qu'on a remonté de l'inconscient, bien sûr. Alors, nous voici confrontés, je vous parlais de symbole, à un symbole très fort, hein, c'est celui du sacrifice, dont Jung parle tant. Pour un type pensé, c'est le sacrifice de l'intellect. Chaque type ici est concerné par cette notion du sacrifice. C'est une humiliation, hein, ce sacrifice. C'est une descente aux enfers de ces merveilles qui nous tenaient à ce niveau, hein, qui nous convenaient si bien finalement. Hein. Mais le fait d'accepter de descendre, ça va créer un palier entre les deux couches, celle du bas et celle du haut. Et ce que dit Jung, c'est que c'est dans cette attitude-là que quelque chose de nouveau pourrait se produire. C'est donc un changement par le bas et non pas un changement par le haut. Je vous avais prévenu hein, que ce n'était pas forcément quelque chose de facile. Alors, on pourrait le relier à ce que Jung appelle le sacrifice du héros, c'est-à-dire du moi conscient. Hein. Celui-ci doit accepter de revenir à la matrice originelle, l'inconscient, le maternel, pour mener des combats dont il sortira peut-être vainqueur. Vainqueur, mais blessé, amoindri, tout en étant enrichi. Alors dans les combats qu'il mènera, il laissera un bras, hein, comme Luke Skywalker, un doigt et un paradis perdu, comme Bilbo le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux, pour citer des mythologies récentes qui fonctionnent très bien. Hein. Donc vous voyez que ces symboles sont très vivants dans nos psychés, et dans nos psychés individuelles et collectives. Comme Jonas, ce héros sortira du ventre de la baleine, à l'est, hein, au soleil levant, et il s'agira d'une nouvelle orientation vers l'est. C'est un pléonasme, puisque s'orienter, c'est toujours aller vers l'Orient. Donc une nouvelle orientation, c'est une renaissance, toujours. Le soleil levant, comme la lumière qui a ouvert les yeux de l'enfant lors de sa naissance. S'orienter pour renaître. J'ai visité cet été dans ma Bretagne chérie le cairn de Gavrinis, qui est un lieu extraordinaire, dans un état de conservation remarquable, moins 8000 ans avant Jésus-Christ, avec une chambre funéraire qu'on peut visiter et un long couloir qui est orienté vraiment plein est. Hein, il était bien question d'une renaissance.
On pourrait vraiment faire une conférence rien que sur ces thèmes, hein, comment les mythes sont vivants encore aujourd'hui et comment ils se disent dans des formes tout à fait accessibles. Mais revenons à nos fonctions. Donc, pas possible de passer directement de la fonction inférieure, de la fonction dominante à la fonction inférieure, avec un risque d'énantiodromie. Pour une raison très simple, elles sont totalement incompatibles. L'auxiliaire et la tertiaire le sont, la dominante et l'inférieure le sont tout autant et même encore plus. Donc ce sera un long chemin et c'est ce que Jung appelle le chemin d'individuation. On l'a vu tout à l'heure dans les propositions de logo, il y avait le chemin d'individuation qui était dessiné. C'est un chemin sinueux, itératif, on le refait plusieurs fois, si l'on ne veut pas être terrassé par sa fonction inférieure. Alors j'aime autant vous dire que sur le plan d'être terrassé par le dragon, on ne manque pas non plus de mythologie, hein, et de symboles et de représentations diverses et variées. Il va falloir accepter de faire des concessions, d'en rabattre toujours. Alors, l'emprise de la fonction inférieure, c'est là que je voudrais doucher un peu nos enthousiasmes sur ce sujet, parce qu'en même temps qu'elle est une source de vie, elle représente un grand danger. On pourrait peut-être d'ailleurs faire le lien avec l'énergie nucléaire. Un grand danger pour l'individu et pour le groupe. Dans certains cas, on peut même parler de phénomène de possession, d'autant plus puissant qu'il met l'individu au contact de l'inconscient collectif, dont l'intensité et l'influence sont extrêmes pour l'individu concerné et pour son entourage. Et quand on entend les contenus des délires, hein, dans les décompensations, on voit bien, hein, que la personne est submergée, hein, par un flot d'images, de représentations qui la dépasse complètement et qui arrive tout droit de l'inconscient collectif. Ça, c'est pour la folie. Mais quelquefois, dans la vie quotidienne, courante, quand on entend certains propos ou qu'on observe certains comportements, on pourrait se dire que le délire n'est pas très loin. Et je trouve qu'en période d'élection politique, on est servi. Pour souvent le pire. Hein. C'est vrai que la fonction inférieure, elle est la porte qui donne l'accès à des expériences avec les couches les plus profondes de l'inconscient. Donc ces expériences, elles vont nécessiter du temps, de la patience et de la modestie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que plus le niveau de culture est élevé, plus le mode de vie, nos modes de vie, génèrent de la différenciation entre les fonctions, et plus cette question pour nous, elle est épineuse. Le mode de vie urbain d'un diplômé moyen, exerçant un travail intellectuel associé au développement technologique ou des personnes, en est un bon exemple. Plus le mode de vie est lié à la nature, au processus naturel, plus l'ensemble des fonctions est sollicité. Plus l'homme est coupé de la nature, en même temps que de sa nature profonde, plus il est amputé d'une partie de lui-même. Ce qui peut nous amener d'ailleurs à comprendre autrement la recherche d'un nouvel équilibre entre l'homme et la nature, l'homme et les animaux, qui représentent des courants puissants dans notre monde contemporain. Comme une tentative aussi de se relier à soi-même et à des aspects de soi qui n'ont pas le droit de citer. Alors, vous voyez le rapport entre la fonction dominante et la fonction inférieure qui va se tendre et qui va devenir une véritable crucifixion, dont Jung dit qu'elle doit être vécue. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et ça, c'est insupportable. Et c'est parce que cette tension est vécue qu'un troisième terme apparaîtra peut-être, qui sera une création, qui ne sera ni l'un ni l'autre, mais autre chose. Alors, dans ce registre, on peut dire que la symbolique chrétienne est porteuse de symboles d'une très grande puissance. La crucifixion de Jésus en est porteuse de mort, mais aussi de renaissance, en est une forme extraordinairement aboutie.
Donc ça, ce sont des symboles. Vous voyez en quoi les symboles religieux font vivre aussi des éléments de la vie psychique. Une autre image que je vous propose, l'image de notre domaine conscient comme celui d'une chambre à 4 portes. Et c'est bien par la 4e porte que toutes les images de l'inconscient viennent à la conscience, médiatisées par l'ombre, l'anima, l'animus, les grandes figures du soi. Sauf que pour la 4e porte, le verrou ne fonctionne pas. Et que la poussée est telle, quelquefois, qu'elle peut submerger. Alors, si on fait le lien entre fonction inférieure et ombre, ça va, là, vous suivez ? On comprend pourquoi il y a un risque de contamination. Vous savez que notre rapport avec l'ombre, il est toujours très compliqué. Même quand on l'a travaillé et retravaillé. Parce qu'elle se représente toujours sous des formes nouvelles. Elle ne lâche pas le morceau. Hein. Heureusement d'ailleurs. Parce que cette relation, elle est difficile, parce que ce sont toujours les autres qui sont les responsables. Vous savez qu'une des façons de trouver son inférieur, c'est de décrire ce qu'on ne supporte pas chez le voisin. Vous avez tous fait cet exercice, hein, un peu humiliant quand même. Hein. Finir par se dire que, bon, on est tout à fait concerné par ce que l'on décrit. Sur le plan collectif, c'est la même chose. Hein. L'arrogance des pays développés qui projettent leur supériorité sur les pays en voie de développement. Hein, et c'est difficile de reconnaître les zones sous-développées en nous-mêmes. Alors, cette question de l'ombre, elle nous renvoie à la question des complexes. Vous savez que dans la psychologie jungienne, les complexes, c'est quelque chose de très important. Je vous l'avais dit, hein, la dynamique des fonctions, elle draine toute la pensée de Jung. Donc la notion de complexe, elle est centrale. Vous savez qu'ils vont par paire. On peut les comprendre en tout cas par paire. Persona et ombre, par exemple. Nous sommes nombreux à dissimuler notre ombre. C'est de bonne guerre, hein, derrière notre persona. Il faut se méfier. Hein. Plus celle-ci est impeccable, la persona, j'entends, hein, rutilante, plus on peut imaginer la taille de l'ombre et ce qu'il y a à défendre. Vous savez, l'expression trop propre sur lui, elle est très juste. Hein. Et quand, lors d'une occasion ou d'une autre, le masque tombe, hein, le masque de la persona, on voit ce qu'il y a derrière. C'est pour cette raison aussi que les crises majeures de vie, celles où la dynamique des fonctions est à l'œuvre, sont des moments où la persona est profondément remaniée, où l'ordre des valeurs, sociales notamment, est complètement revisité. Sachant que la fonction inférieure, si proche de l'inconscient, hein, qu'elle reste inférieure, donc non développée, restera toujours un point faible. Alors on peut parler de cette 4e porte, qu'on a bien du mal à refermer parfois, car le verrou ne fonctionne pas. Et souvent quand on croit être arrivé à un certain niveau, hein, ou sur un certain équilibre, quelque chose se produit. L'inattendu, le bouleversant, arrive toujours par là. C'est la vie aussi en même temps qui cherche à se frayer un nouveau chemin, mais au prix d'une remise en cause de l'ordre ancien. Alors ça aussi c'est encore un symbole. Hein. Le rapport entre l'ancien et le nouveau, le vieux et le jeune. Il y a une dimension de barbarie dans la fonction inférieure, hein, qui peut être associée à la figure du jeune qui veut détruire l'ordre ancien, mais parfois de façon très brutale, comme l'ont fait les gardes rouges pendant la Révolution chinoise. L'inconscient apporte le renouveau, mais dans des formes qui ne sont pas toujours acceptables. Je continue dans les symboles. La fonction inférieure, j'ai parlé tout à l'heure du talon d'Achille. Vous savez qu'il va mourir par son talon, Achille. C'est une blessure toujours ouverte de la personnalité consciente. Une blessure
par laquelle l'inconscient va passer pour élargir la conscience, apporter cette énergie nouvelle, provoquer une attitude différente. Vous connaissez le mythe du médecin blessé dont parle Jung. C'est par là que l'on soigne, paraît-il. Par cette blessure qui a été soignée quand on est accompagnant, mais qui reste toujours sensible et qui peut se réouvrir parfois. Vous comprenez pourquoi je vous propose de réfléchir d'abord sur vous avant d'appliquer une méthode avec ces modèles, parce que si vous ne l'avez pas travaillé pour vous-même, il y a peu de chances que ça produise des effets. Donc le talon d'Achille, et c'est par là qu'il faut succomber pour se développer. On continue sur cette idée d'une défaite, ou du moins d'un abaissement, qui est centrale pour bien comprendre la dynamique des fonctions et ce rôle que joue la fonction inférieure. Admettons que ce soit acceptable et que nous en soyons là, où le niveau supérieur s'abaisse, et que donc il y a une remontée de la fonction inférieure. C'est une tension très forte, une interaction avec une dynamique énergétique très vivante. Alors rappelez-vous le pêcheur dans sa barque, sur l'océan. Le poisson est trop gros, ça on l'a dit tout à l'heure. Si le pêcheur tire fort, il va sombrer avec sa canne à pêche et sa barque, puisque le poisson est trop gros. S'il tire doucement, simplement pour s'assurer que le poisson est là, l'entreapercevoir parfois, la barque va s'enfoncer un peu, sans couler, et une dynamique nouvelle va s'installer. Le pêcheur accepte de jouer avec le poisson, d'être joué par lui. Il n'est plus non plus le seul maître à bord. C'est ça le domaine médian. D'où l'idée d'un moi crépusculaire, c'est-à-dire d'un moi qui n'est plus au zénith, un moi solaire, triomphant, sûr de lui, insupportable, et un moi qui accepte de rencontrer le sombre, ce qu'il y a sous l'eau, la nuit, le lunaire, mais aussi le creux, le féminin. Voilà un moment où peut-être prendra fin la tyrannie de l'ego, donc de la fonction dominante, en même temps que se produira un effondrement intérieur. Remontée des couches profondes de l'inconscient, contact avec les eaux, on pourrait dire aussi les eaux originelles, on peut repenser au baptême aussi, dans lequel on plonge l'enfant pour qu'il accède à une nouvelle vie, une vie spirituelle. Et dans cette eau-là, on ne peut pas se contenter de tremper un pied puis de s'enfuir en courant. C'est tout à fait d'autre chose là dont il est question. Alors un rapport au corps différent aussi. Parce que dans ce travail avec la dynamique des fonctions, dans cette histoire de vie avec la dynamique des fonctions, il est aussi question d'un remaniement du schéma corporel. Je pense qu'il y aurait des travaux assez intéressants d'ailleurs à faire là-dessus, où des registres corporels peu ou pas investis jusque-là, voire même dévitalisés, se réaniment, sont réinvestis. Mais comme un membre gelé, le réveil peut être extrêmement douloureux et accompagné même parfois de maladies. C'est une des raisons pour lesquelles l'émergence de la fonction inférieure est un moment critique. Vous connaissez tous le schéma de Léonard de Vinci, l'homme en croix. Eh bien, imaginez que, selon l'endroit où cette dynamique des fonctions joue pour vous, elle va aussi réanimer un rapport au corps différent qui va se réagencer avec des revitalisations qui vont produire des effets. Alors, quand la fonction inférieure émerge, ça on l'observe, il y a un grand risque à prendre sa proposition au pied de la lettre et à tomber à son niveau le plus bas, c'est-à-dire vraiment de s'y effondrer, de s'y vautrer. La quatrième fonction, elle attire la conscience du moi vers elle et ses pulsions.
Alors on observe régulièrement de ces renversements bouleversants, a priori incompréhensibles, qui font chuter des personnes à un niveau pulsionnel consternant. Une pareille chute n'a rien à voir avec une intégration. Quand je faisais mes études de psychologie, j'ai travaillé sur les sectes. À l'époque, sévissait la fameuse secte du Mandarum. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec une question qui était: comment est-ce possible que ces adeptes, qui étaient médecins, ingénieurs, avocats, juristes, chefs d'entreprise, se soient laissés entraîner dans ces délires psychotiques du gourou. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas cette modalité pour me représenter les choses, mais je pense que pour beaucoup d'entre eux, il y avait une dimension de rationalité et une coupure avec le monde sensible, irrationnel de l'inconscient qui était telle dans une première partie de vie que ça s'est traduit par cette bascule dans ce délire, dans cette folie individuelle et collective que le Mandarum laissait exploser. Avec aussi des pratiques d'emprise, d'abus sexuels, enfin, tout y était. Mais vous comprenez en même temps que dans notre culture occidentale contemporaine, c'est très difficile à supporter tout ça. Parce qu'il est question en permanence de flatter nos narcissismes, nos égos, nos hubris, nos orgueils, et d'aller toujours plus haut, et certainement pas plus bas. Parce que ce dont je vous parle là, élargir la personnalité par le bas, c'est aussi perdre ce que l'on avait chèrement gagné parfois vers le haut. En cela, j'ouvre cette question, mais peut-être qu'on la travaillera autrement un jour, la fonction inférieure, elle a aussi à voir avec la question du mal. C'est un problème éthique. Parce qu'on peut considérer que pour chaque individu, la quatrième fonction, en même temps qu'elle est source de vie, est une déficience, une barbarie, je l'ai dit tout à l'heure. La somme de ces déficiences et de ces barbaries sur le plan collectif peut produire des dommages extrêmes. Donc comment se tenir par rapport à cette proposition? En cela, la fonction inférieure, elle est très souvent associée au diable. Et ce diable-là va bien plus loin que la question du démon de midi, qui à mi-vie fait aussi partie des manifestations que l'on observe souvent. Mais ce démon de midi n'en est qu'un avatar. C'est un petit démon par rapport au diable. Le diable personnel, c'est l'infériorité personnelle d'un individu, mais avec lui, le mal collectif peut aussi faire son entrée. Donc vous voyez, c'est tout le paradoxe de la pensée jungienne qui se dit là. Là où est le renouveau, là où est la vie, là où est l'élargissement, et potentiellement aussi le risque de s'effondrer et de plonger dans quelque chose qui nous dépasse tellement que cela peut créer de grandes catastrophes. Je continue sur les symboles. Vous savez que Jung s'est beaucoup intéressé à l'alchimie. Il en a fait un temps entier de ses préoccupations. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire quand il citait cet adage de Marie la prophétesse. Alors, je vous le lis. 1 devient 2, 2 deviennent 3, et du troisième vient l'un comme quatrième. Il s'agit de l'assimilation progressive des fonctions. 1, 2, 3, l'émergence de la quatrième permet l'émergence de l'un, avec un grand U, c'est-à-dire la personnalité entière, une personnalité unifiée. Jung parle d'un phénomène de vie psychique totale, qui nous ramène au début.
sauf que les fonctions, elles se sont différenciées l'une après l'autre. La quaternité redevient une totalité, celle qui était aux origines. Alors je continue sur les symboles. Jung s'était beaucoup intéressé au dogme de l'Assomption de Marie, qui a été proclamé par Pie XII en 1950. Vous savez tous ce que c'est que le dogme de l'Assomption de Marie. Il y voyait une correspondance entre le principe du 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et l'arrivée du 4, c'est-à-dire le principe féminin, dont la figure de Marie est évidemment porteuse. Il a beaucoup travaillé sur cette question. Alors, tout cela, évidemment, nous amène à nous questionner, je pense qu'on y est tous, à peu près, parfois même on l'a dépassé, sur la question de la mi-vie. C'est un grand problème, la mi-vie, avec tout ce qu'elle suppose de renversement, de bouleversement, d'effondrement, d'élargissement, de perte. Si je ne la vis pas, je suis frustrée. On en connaît, à moitié mort. Tout est ennuyeux. Si je la vis, si j'accepte vraiment de la vivre, c'est à un niveau beaucoup plus bas que celui où je me trouvais avant, avec le risque d'être absorbée. Alors que faire? Jung préconisait l'imagination active comme moyen de donner forme à des contenus trop éloignés du moi conscient pour être acceptés sans un long temps de travail. Moi, je crois beaucoup à la dimension symbolique et au rapport vivant avec les symboles qui passe par la culture, qui passe par des tas de voies et qui permet d'entrer en relation avec la fonction inférieure, mais pas forcément d'une façon concrète, de la prendre au pied de la lettre. Le travail thérapeutique, la vie spirituelle, la créativité sont des ponts possibles. Ce qui est certain, c'est qu'arrivé à ce stade où la fonction inférieure s'active, il devient impossible de continuer de se tenir au niveau supérieur. Mais il n'est pas non plus possible de tomber au niveau inférieur. Ça, c'est un problème éthique. Le plan médian est donc la seule solution envisageable. Idéalement, à ce moment-là, les 4 fonctions demeurent présentes comme des instruments dont on se sert à volonté, sans plus être identifié à aucune. Et là, on retrouve ce symbole, celui des 4 roues du chariot. Alors, je vais vous donner l'exemple donné par Marie-Louise von Franz du maître bouddhiste zen. Enfin, la représentation qu'elle en avait. Et pour elle, c'est l'aboutissement. Je vous la lis. Alors, le maître zen, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre chacun et chaque situation et toute chose de la manière habituelle. Il continue la vie quotidienne. Il participe de façon normale. J'insiste sur normal. Si les gens viennent pour être enseignés, il les instruit avec le sentiment. Si on lui apporte un problème difficile, il sait y réfléchir. Si c'est le moment de manger, il mange. Si c'est le moment de dormir, il dort. Il se sert de sa fonction sensation de manière juste. Quand il faut voir à travers l'autre ou à travers une situation dans un éclair d'intuition, il le fait. Il utilise son ego dans ces situations particulières, sans pour autant être lié intérieurement aux fonctions qu'il met en œuvre. Il a perdu une sorte d'impatience infantile à aller au-devant des choses. Il y a beaucoup de travail encore. Je parle de... Voilà ce que c'est que pour elle un parcours abouti. C'est-à-dire que le maître zen, il passe le balai dans la cuisine après le petit déjeuner du matin. Il n'est pas perché sur son rocher. C'est vrai qu'en Occident, on a une représentation de la sagesse orientale comme étant complètement désincarnée. Alors ce qu'on voit là, c'est qu'au contraire, elle est parfaitement incarnée.
Alors voilà, Jung insiste beaucoup sur l'idée que le processus d'individuation semble tendre vers la plénitude. Écoutez, et ça c'est important, non pas la perfection. Si nous faisons le lien entre individuation avec la notion de sacrifice qui le sous-tend et la sublimation freudienne, je pense que certains ici ont une culture freudienne, nous constatons que nous sommes sur un registre tout à fait différent. La sublimation, bon, c'est un raccourci un peu hâtif, je m'en excuse, elle se fait par le haut, alors que l'individuation, elle se fait par le bas. Et c'est pour cette raison que je vous dis qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous hisser au niveau supérieur de notre schéma, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que ce serait présomptueux et irréaliste, mais qu'il s'agit au contraire de descendre, ce qui applique un abaissement relatif du niveau de la personnalité. Lorsqu'on se trouve au milieu, un côté est moins sombre et l'autre est moins clair. Et l'on tend à acquérir alors une sorte d'équilibre. Ni trop clair, ni trop obscur. C'est le niveau médian. C'est le moi crépusculaire. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, pour éviter qu'une position contraire trop noire ne s'établisse, il faut sacrifier nos aspirations à la perfection morale. On doit sacrifier ses illusions si l'on prétend créer quelque chose de complet dans le domaine humain. Là, c'est Jung qui parle. Voilà, alors je terminerai là-dessus. Là où est ta faiblesse, là est ta force. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi j'ai choisi cet épître au début de mon exposé. Ce sera aussi momentanément ma conclusion et mon invitation à ce que nous puissions avoir un temps d'échange sur ce que j'ai évoqué ce soir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste pour... voilà, vous trouverez... je vous les présente. J'ai fait référence tout au long de mon exposé à différents symboles. Voilà, j'en ai choisi un certain nombre qui se trouvent dans des registres très, très différents, moi qui m'ont parlé. Il y en a de nombreux. L'idée, c'est de comprendre que toutes ces métaphores, toutes ces images, tous ces symboles nourrissent cette dynamique vivante, j'espère pour vous, et ont un sens profond dans l'accompagnement. Et que quelquefois, un petit symbole permet d'aller très loin. Un mot, une image, une proposition, un film, une affiche évoquée par les personnes qu'on accompagne ouvre à cette dynamique. Voilà. Heureusement que tu avais prévu des boissons énergisantes. Moi j'ai une question. On laisse Chantal. Ah d'accord, c'est une blague. Bon, tenez. Alors moi j'ai une question sur quelque chose qui m'a, enfin entre autres dans tout ce qui a été dit, qui m'a vraiment interpellée, c'est plus nos modes de vie sont élevés, etc., plus on est coupé de la nature, enfin c'est ma retraduction, plus on est coupé de la nature et de sa nature. Alors c'est, enfin en tout cas en termes de fonction, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Est-ce que c'est possible peut-être d'en dire un petit peu plus ? Ça marche ? Ça marche ? C'est-à-dire, en fait, je le comprends intellectuellement, mais peut-être, est-ce que c'est possible d'avoir des exemples, enfin, ou des commentaires ? Intellectuellement,
moi, je trouve que ce qui est important, c'est de le comprendre, enfin, intellectuellement, bien sûr, mais de le comprendre. Il me semble qu'on le vit, non? Tous les jours, hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression de le vivre, hein. J'ai eu la chance de passer presque, enfin bon, un certain temps en Bretagne cet été, voilà, où chaque matin j'allais marcher au bord de la plage, où j'ai fait beaucoup de vélo, où j'avais du temps, où j'ai pu être en contact avec des personnes que je ne côtoie pas habituellement. Voilà, et j'ai senti que s'éveillait en moi tout un monde qui est présent, mais dont je suis coupée quand je retrouve Paris. Que par ailleurs j'aime beaucoup, son asphalte, le bruit, les transports en commun, les rythmes serrés, les odeurs de pots d'échappement. Voilà, donc il me semble que voilà, plus on est dans ce style de vie qui nous amène à différencier d'une façon très spécifique dans un type de vie, hein, le nôtre, hein, moins on est en lien avec l'ensemble des ressources qui sont les nôtres et de notre nature dans sa totalité. Mais peut-être qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que ça éclaire un peu? Oui. Là, en fait, dans ce que tu dis, c'est toi en tant que personne dans un mode de vie élevé qui revient à la campagne. Mais la question que je me pose, c'est les gens qui habitent à la campagne. Est-ce qu'ils ont, je sais pas, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont un rapport, on va dire, enfin, qu'est-ce qui change? Ils ont la proximité avec la nature fait qu'ils ont un rapport peut-être plus direct avec leurs fonctions? En tout cas, qu'elles ont des occasions de vivre certainement plus nombreuses, oui. Alors, il ne s'agit peut-être pas seulement de vivre à la campagne, mais d'y exercer des activités dans lesquelles, voilà, on est dans des registres plus diversifiés. Mais on a eu des exemples, je crois qu'il y a eu des décès aux États-Unis dans certaines structures financières, parce qu'en fait, les personnes étaient tellement rivées devant leurs écrans qu'elles ne prenaient plus du tout en compte leurs besoins physiologiques premiers. C'est-à-dire qu'elles ne dormaient plus, qu'elles ne mangeaient plus, certaines n'allaient plus aux toilettes. Et il y a eu des décès récemment, tellement il y avait une hypertrophie, on pourrait dire, alors là de la sensation et puis aussi du sentiment, en lien avec soi-même de ces personnes. Vous voyez, ça c'est un exemple caricatural, mais je pense que dans nos villes, il y en a de nombreux. Oui, moi j'aimerais partager ma perplexité très ancienne, sur l'universalité justement de certaines de ces symboliques, notamment celle des 4 saisons, puisque dans toute la zone intertropicale et dans la zone arctique, il n'y a que 2 saisons, oui, par exemple. Et pour les éléments, en Chine, dans la grande Chine, il y a 5 éléments et non pas 4. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas une universalité vraiment. Oui, mais quand j'ai parlé de ces symboles, j'ai parlé de ceux qui étaient parlants pour nous, qui étaient vivants pour nous. Moi, j'ai aucune prétention à poser des symboles qui seraient universels. Hein. Concernant la structure quaternaire de la psyché, Jung vraiment s'y réfère très souvent. Oui, j'entends, je le sais, mais c'était juste pour oui, souligner les complexités que j'avais, parce que dans certains cas, c'est souvent annoncé, ces 4 saisons, etc. Ça ne peut parler qu'à un certain type d'humanité. Oui, et puis par contre, le carré va parler à... Absolument. À donc je crois qu'il y a une espèce de hiérarchie à faire quand même dans toute cette symbolique. Possible. Oui. En tout cas, je vous ai donné celles qui ont du sens pour nous. Tu voulais faire une blague? Oui, moi, les symboliques qui me parlent, c'est les 4 fers d'Alton. Parce que les 4 fers d'Alton, en fait, il y a le grand, c'est Avrel. Et Avrel, il vit l'instant présent, c'est-à-dire il pense qu'il y a une seule chose, c'est à manger. Et le petit Joe, il réagit toujours de manière extrêmement colérique, et c'est lui qui envahit et qui, finalement, est dominant de la bande. Donc je trouve qu'on pourrait rajouter à la... Alors je ne sais pas ce que vient faire Luc et Luc là-dedans, mais en tout cas les Dalton, je les vois bien. Oui, Maria? Sur le risque de cette fonction inférieure collective dans le risque de barbarie collective. Oui, bien sûr.
c'est quand même un sujet... Ben là, Jung est très clair là-dessus. Hein. Je crois que voilà, il y a un risque. Et on voit bien comment des comportements collectifs vont basculer à un moment donné dans des modalités barbares qui surprennent les intéressés eux-mêmes dans un deuxième temps, quand il y a deuxième temps d'ailleurs. Donc oui. Donc, comment tu peux l'expliquer, enfin, comment ça peut s'expliquer? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a ce risque aussi. Il y a un risque de... Micro, s'il vous plaît. Ma question tournait sur le risque de cette fonction inférieure qu'on voit comme positive, etc., même difficile, mais avec ce risque aussi de barbarie, d'autant plus si elle est collective. Et je dirais un petit peu, est-ce que déjà pour soi, comment éviter la barbarie pour soi, mais aussi comment, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, une prise de conscience, tu préconises les symboles, les voies indirectes, mais est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à préconiser aussi pour le collectif? Je pense que ça passe par des tas de choses. Hein. La question de l'éducation, la question voilà, de l'apprendre à vivre ensemble, de la connaissance de soi et des autres. Enfin voilà, ça relève aussi, on pourrait dire, du champ social, politique. Hein. Ça vient questionner le politique. J'ai pas de solution toute faite. Oui. Mais j'ai quelques idées sur les risques par contre. Hein. Est-ce que tu pourrais éventuellement développer un peu plus sur l'appropriation de l'inférieur, la façon dont tu as parlé, par la symbolique, les rêves, est-ce que tu pourrais donner des exemples, illustrer un petit peu? Alors d'abord, c'est l'histoire d'une vie, on pourrait dire, hein, le rapport à la fonction inférieure, parce qu'elle va se développer tout au long de la vie. C'est vrai que la mi-vie, c'est un temps, on pourrait dire, particulièrement crucial, mais elle est là avant. Hein. On le voit beaucoup dans les accompagnements que nous réalisons, hein, dans le champ professionnel, où on voit arriver des personnes qui exerçaient un métier, dans lequel d'ailleurs souvent elles ont eu quelques succès, et qui sont animées par un désir de changement. Parfois très radical. Et là, il y a une responsabilité éthique, justement. Est-ce qu'on va favoriser l'énantiodromie, avec le risque de bascule, ou est-ce qu'on va au contraire travailler cette question de la transformation, mais à petits pas? À petits pas et en s'appuyant sur l'existant. Ce qui souvent revient à une forme de frustration. Hein. Ça serait tellement mieux de changer radicalement. Donc voilà, ça c'est un chemin possible, par exemple, hein, avec la fonction inférieure. Il faut à la fois l'écouter et s'en méfier. Hein. Et comme c'est une force vive et très puissante, il faut prendre pas mal de précautions. Alors, bon, chacun vit les choses à l'aune de sa dynamique, mais c'est vrai que les activités artistiques, Jung les préconisait beaucoup. Moi j'étais très frappée, j'ai la chance, là, avec Carole, de visiter l'Institut à Küsnacht il y a 1 an et demi, 2 ans presque, hein, et de voir à quel point le dessin était encouragé, par exemple. Hein. On a eu la chance d'échanger avec une jeune femme américaine dont la tâche était de scanner les milliers de dessins qui avaient été réalisés par des patients en analyse avec des analystes jungiens. Hein. Donc ce rapport à la créativité, hein, et ce n'étaient pas des artistes, hein, mais simplement ils avaient cherché à représenter, à mettre en forme quelque chose de cette confrontation avec l'inconscient dans une médiatisation. Jung encourageait le dessin, la danse, l'imagination active.
c'est-à-dire tout un tas de formes médiatisées, mais aussi ancrées dans le corps d'ailleurs, hein. C'est intéressant de le voir, qui vont permettre que petit à petit, quelque chose de neuf, de nouveau, puisse advenir. Et du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est cette notion de champ dont tu as parlé en disant, du coup, l'inférieur doit se développer dans un champ complètement opposé à celui de la dominante. Oui. Et en fait, quand j'entends tout ce que tu dis, pour moi, ça relève, mais j'ai certainement une vision très restreinte, du champ du N et du champ du F, enfin tout ce qui est incité à la créativité, le dessin, je sais pas, la danse, tout ce qu'on veut. Bah, la danse, on est dans quel champ? Ben, on peut être dans tous les champs. La danse, elle engage le corps, hein. Donc c'est un autre rapport au corps, et c'est un autre rapport à la sensation aussi. Et donc ce que tu désignes par champ, c'est quoi exactement du coup? Alors, bah, c'est le champ qui correspond à la dominante, par exemple. Alors, le champ d'une dominante F, au hasard pour moi. Ah, oui, alors après on pourrait rentrer dans... Mais c'était pas mon propos, mais c'est vrai que toute cette question qui préoccupe beaucoup les personnes avec un sentiment dominant, c'est-à-dire la question des valeurs, de la relation, de l'interrelation, de l'implication personnelle, de ce qui fait sens pour soi, du ressenti, enfin voilà. Tout ça va effectivement être appelé à une transformation par une émergence. Alors là, ça sera la pensée, hein, dans un tout autre registre. Hein. Oui, et du coup, moi, ça me pose la question du rôle de l'horizontale pour favoriser ce mouvement que tu décris vers le bas. C'est un mouvement qui va passer, vous connaissez tous le chemin de l'individuation. Voilà, le chemin vertical est déconseillé. Oui, c'est plutôt un chemin sinueux là qui serait encouragé. Voilà, c'est pour ça qu'on ne passe pas du champ du E au champ du T. En fait. Non. On s'appuie sur les auxiliaires et les tertiaires pour une rencontre qui va se faire à petits pas. Et rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit sur la question du temps. La question du temps qui est vraiment importante. Et c'est très désagréable hein, de se retrouver voilà, dans des activités dans lesquelles on sent bien qu'on n'a pas du tout la même aisance, le même confort, les mêmes habitudes. Alors, on s'est dit qu'on allait y aller parce que bon, il faut y aller, puis on a quand même envie d'y aller, mais alors on rame, alors on se décourage, on arrête, on reprend. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se faire dans ce mouvement comme ça de temporalité très différent de ce qu'on peut se représenter, et particulièrement dans notre culture. Moi, je voudrais juste rajouter, dans le monde actuel, il y a encore un symbole qui est important. Est-ce que vous connaissez Game of Thrones? À un moment, il y a 3 rois. Et on attend un 4e. Parce que 3 rois, c'est invivable. Ils sont tous en train de se taper dessus. Enfin, je le fais plus court, mais je viens de m'en rendre compte parce que c'est ça qui est intéressant, cette génération, et ça viendra avec un grand hiver. Oui, mais Game of Thrones, c'est vraiment typique de la façon dont la culture populaire, hein, et quand je dis ça, c'est pas du tout négatif, hein, véhicule voilà, des symboles, et c'est pour ça que ces séries ou ces films rencontrent un tel succès, hein, et notamment chez les jeunes, et chez les jeunes adolescents ou jeunes adultes qui ont besoin de ces symboles, qui sont des symboles vivants, hein, et qui vont nourrir la psyché et lui permettre de se développer. C'est un peu les nouveaux contes de fées. Il faudra rajouter quelque chose sur Game of Thrones. Le 4e roi est une reine, et c'est la reine des dragons. Oui. C'est encore mieux alors. J'aimerais faire un lien en termes de vocabulaire et d'archétype, et notamment par rapport à l'expression apprivoiser son ombre, et au regard de ce qui est enseigné pour le MBTI, le Golden, sur ce à quoi correspond exactement l'ombre. Est-ce qu'il s'agit uniquement de l'intérieur, ou du duo tertiaire et inférieur,
Est-ce qu'on peut considérer la tertiaire comme un allié ou une passerelle ou une ressource? Ou est-ce qu'il faut se concentrer uniquement sur l'inférieur? Non, pas du tout. Là, c'est vrai que j'ai insisté, j'ai mis le focus sur l'inférieur parce que j'ai pas toute la nuit, quoi, hein, et vous non plus d'ailleurs. Mais bien entendu, on pourrait dire que les fonctions, elles vont par paire aussi. Hein. Dominante auxiliaire, qui forment les deux lettres centrales du type et qui sont vraiment le socle, hein, le point d'appui, et tertiaire inférieure, qui sont les deux lettres, la paire fonctionnelle opposée à la paire dominante auxiliaire, qui forment aussi un tandem, hein, puisqu'il y aura une fonction de perception et une fonction de prise de décision. Et bien évidemment, dans le travail avec l'ombre, le support de la tertiaire, il est essentiel. Hein. Il est vraiment essentiel. Et déjà avec la tertiaire, j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, on est dans le registre de l'autre, hein, de l'autre en soi, puisque la tertiaire, elle est à l'opposé de l'auxiliaire. Hein. Donc on est déjà dans une expérience de l'altérité, et qui est une expérience de la maturité, et qui oblige à en rabattre. Hein. J'avais écouté, il y a quelques années de cela, un entretien que donnait Simone Veil, la femme politique. Et elle disait qu'elle en était arrivée au point où, quand elle était amenée à rencontrer dans des débats politiques des personnes de différentes sensibilités, hein, elle comprenait tout à fait leur point de vue. Et elle n'avait plus du tout envie de débattre au sens de la contradiction, mais éventuellement d'échanger. Parce que probablement il y avait une avancée dans la maturité qui fait que, voilà, on a perdu un point de vue unilatéral, si tant est qu'elle n'ait jamais eu compte tenu de l'expérience de vie qui a été la sienne, mais on perd un point de vue unilatéral qui est très confortable, hein, c'est le moi solaire, hein, pour quelque chose qui va faire de la place à l'autre aussi en soi, et donc à l'extérieur de soi. Et effectivement, tu as raison, la tertiaire est fondamentale comme point d'appui. Merci. Vous savez, c'est une richesse en France pour les utilisateurs des outils typologiques que de pouvoir s'appuyer sur la dynamique des fonctions. Dans les pays anglo-saxons, on parle beaucoup de la typologie, hein, mais beaucoup plus souvent sur son versant de classification, de psychologie du moi, hein, que dans cette approche intégrant la dynamique des fonctions. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit en grande partie à Pierre et Geneviève, hein, qui, dès l'introduction du MBTI à l'époque en France, dans les années 90, moi j'ai fait partie de la deuxième session de formation en 92, ont tout de suite parlé de la dynamique des fonctions. Ils l'ont tout de suite développée. Hein. Et c'est quelque chose qu'avec Valérie, on a eu vraiment à cœur, hein, de reprendre et de creuser, parce que de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de typologie sans dynamique des fonctions. Il y aurait même un grand danger à considérer que ce n'est qu'une typologie. Ce qui ne veut pas dire qu'avec les personnes que vous accompagnez, vous allez avoir systématiquement le temps de travailler la dynamique des fonctions. Hein. Bien souvent, vous allez en rester à un travail sur le type, ce qui est déjà vraiment très aidant. Mais vous avez en tête la dynamique des fonctions. Et vous savez que ce type psychologique, ce n'est pas d'abord une addition, mais une combinaison de préférences, et que c'est une combinaison évolutive. Et la façon dont vous allez avoir de la présenter, cette combinaison évolutive, même si vous ne travaillez pas la dynamique des fonctions, ça change tout pour les personnes que vous accompagnez. Donc c'est vraiment une très grande richesse que nous avons en France avec la typologie, que de pouvoir véritablement travailler avec cette dynamique des fonctions. Et d'en tenir véritablement compte et d'en vivre toutes les implications, ce qui est encore autre chose. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, bah déjà,
déjà que j'étais pas fan de l'intérieur, ça me rassure pas parce que tu parles de maladie, le maladie d'ailleurs, et c'est vrai que ça fait un peu toute ma vie, elle m'a enquiquiné cet intérieur, et je l'ai jamais, enfin, quand je l'invite pas, elle s'invite évidemment, et moi j'ai encore quelques années à vivre, donc comment je vais continuer à bien vivre avec cette intérieur qui commence à prendre pas mal de place. J'ai 55 ans et elle est là. Non, ça va pas. C'est bon signe en même temps. Hein, bien, je te rends la parole alors. Bon, si c'est bon signe, merci pour votre